La Dour, entre Dax et Tarnos, se veut océane, car la marée se fait ressentir jusqu'à Saubus et sur le Gave jusqu'à Peyrehorade. De tout temps, la Dour, ou Adoux en gascon, a été utilisée par ses riverains pour commercer, voyager, pêcher. La Dour, entre Dax et Tarnos, c'est un environnement exceptionnel, avec des villes et villages aux multiples facettes entre culture gasconne et basque. Située au cœur des Landes, entre des forêts de pins, l'océan et les Pyrénées, Dax est la première destination thermale de France. De tout temps, la richesse de Dax fut liée à l'eau, dont la ville tire d'ailleurs son nom. En 56 avant Jésus-Christ, les Romains, à leur arrivée à Dax, découvrirent une cité lacustre, capitale de la tribu Tarbelle. Les eaux fumantes de l'étang sur lequel était construite Dax les intriguèrent. Ils lui donnèrent le nom d'Aquae Tarbellicae, ce qui signifie « les eaux des Tarbelles ». En gascon, le nom de la ville s'orthographie Dax, D-A-C-S, et les voisins basques lui donnent le nom d'Akissé. La cité est placée à un carrefour stratégique, au croisement des deux voies romaines importantes qui autrefois traversaient l'Aquitaine. Des remparts dont il ne reste que quelques vestiges furent ainsi érigés vers l'an 300 afin de protéger la ville. Dax possède un centre historique avec des ruelles pittoresques et des maisons anciennes du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, dotées pour beaucoup d'entre elles de façades élégantes et colorées. La cathédrale Notre-Dame, ou Sainte-Marie, fut construite sur les ruines de la cathédrale gothique effondrée en 1646. Depuis l'époque romaine, les Dacois ont eu le temps, siècle après siècle, de perfectionner leur utilisation de la boue thermale de Dax. Ils ont élaboré un médicament naturel, le péloïde de Dax, fait à partir de produits naturels locaux. Le péloïde se compose de limon de la Dour, d'eau thermale de Dax et de divers composés biologiques. L'utilisation de ce mélange en application sur les zones douloureuses du corps se nomme la pélothérapie. Cet onguent naturel à base de boue soulage les douleurs rhumatismales et transmet à travers la peau ses oligo-éléments. Fierté et symbole de la ville, la source de la Née doit son nom à une divinité nordique des eaux. Appelée aussi la fontaine chaude, elle fut construite au XIXe siècle et dispense quotidiennement 2 400 000 litres d'une eau à 64 degrés. L'eau thermale de Dax émerge d'une faille qui s'est formée au moment de l'érection des Pyrénées, à la fin du secondaire et au début du tertiaire. L'eau de la fontaine chaude provient d'un long et profond circuit souterrain où elle s'est chauffée et chargée en oligo-éléments et en sels minéraux au contact des roches chaudes. Cette eau d'origine souterraine, protégée des pollutions de surface, est microbiologiquement pure. Autrefois, autour de la fontaine chaude se trouvait le quartier des tripiers et des bouchers. Les ménagères se servaient de l'eau chaude de la fontaine pour cuire les œufs ou plumer les volailles. Depuis l'époque préhistorique,
Dax a constitué le point de jonction de deux zones géographiques de même langue, mais d'économies différentes, séparées par le fleuve Adour. Les Romains y établirent un pont, point médian de la route des Antonins entre Bordeaux, l'Aquitaine et la Gaule, et Pampelune et l'Espagne. Cette route a perduré, suivie tant par Charlemagne que les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les évêchés de Bordeaux, de Dax et de Pampelune se rejoignant à son niveau. Cet axe vertical routier était rejoint à Dax par la voie horizontale fluviale de l'Adour. En effet, pendant des siècles, l'Adour était pratiquement le seul axe commercial et le pont de Dax le seul passage pour traverser le fleuve, car ce dernier s'étalait dans ses barthes marécageuses, formant une barrière. Dax est donc pendant des siècles ville-pont, ville-port, ville-marché et ville épiscopale stratégique, commerciale, administrative et religieuse. La rencontre des deux régions économiques en un lieu de jonction protégé ayant un débouché commercial vers l'ouest avec le fleuve a bien évidemment généré l'existence d'un port bicéphale. Au nord, le port de Marensin côté Sablard, au sud, en face, côté Cité, le port de la Chalosse. L'importance des marchés est mentionnée tout au long de l'histoire. À Tercis, un étrange escarpement rocheux, haut d'une quinzaine de mètres, apparaît dans un coude du fleuve. À son sommet, une petite cavité est appelée l'œil du hibou. Sur le plateau ou sur le flanc sud de cet anticlinal, des carrières de calcaire ont été exploitées durant plusieurs siècles. Tercis-les-Bains, avec son eau chlorurée sodique sulfureuse à 36 degrés, a donné lieu dès le XIVe siècle à une intense activité thermale. Le L'Œil, affluent de l'Adour, fut autrefois une voie d'eau navigable sur 25 km jusqu'au moulin d'Aureau à Sognac et Cambrin. Saubus, sur la rive droite de l'Adour, fut un port fluvial de grande importance entre Bayonne et Dax. Sa population d'alors était composée aux 2/3 de gabariers. Ce vieux bourg pittoresque qui s'étire le long du fleuve, avec ses maisons en pierre de taille, possède une église classée du XIIIe siècle, dédiée à Saint Jean-Baptiste. La maison Bellepeyre, ancien château des Ducrot de Bellepeyre, a été construite sous le règne de Saint-Louis. Elle est contemporaine de l'église. À l'origine, il semble qu'elle ait servi de tour de garde. Le pont qui relie le pays d'Orthe au Marensin, de Orist à Saubus depuis 1882, est dû à la générosité d'Eugénie Desjobert, qui fera don de 400 000 francs or pour édifier ce magnifique ouvrage à 7 arches. À Saubus et dans le Bas-Adour, les crues de l'Adour durant l'hiver sont souvent spectaculaires, avec des inondations souvent dues à des périodes pluvieuses et à une période de fonte des neiges. Ces crues peuvent coïncider avec de forts coefficients de marée, ce qui en augmente l'effet.
La Barthe de Saubus constitue un terrain d'accueil pour une très nombreuse avifaune, migratrice ou sédentaire. Ces prairies humides présentent une flore spécifique liée à leur submersion temporaire lors des fortes crues de l'Adour. L'identité socioculturelle des Barthes est faite aussi des traditions de chasse et de pêche. Dans ces pratiques, on notera la fameuse chasse à la jument. La Barthe de Saubus est dominée par le clocher de l'église du village de Rivière. Au Moyen-Âge, Rivière et ses deux quartiers, Saas et Gourby, relevaient de la prévôté de Dax. Le village de Josse est situé sur la rive droite de l'Adour. Comme beaucoup de communes de la région, Josse était au Moyen-Âge une seigneurie qui dépendait de la prévôté de Dax. Durant la guerre de Cent Ans, Josse subit l'occupation anglaise. Le pont Lamarquaise relie Josse à Peille. Il a été inauguré en 1935. Non loin de là, le village de Saint-Jean-de-Marsac est entouré de paysages vallonnés, couverts de bois feuillus, de prairies et de pins maritimes. Sur cette partie du fleuve, l'homme a laissé des traces, comme les enrochements de la berge ou les piquetages artificiels créés par les bateliers, afin de rétrécir le cours du fleuve, d'augmenter le tirant d'eau et d'accélérer le courant. Tous les anciens ports autrefois si animés se sont évanouis. Port-Neuf, Port-Carrère, Levin-Port, tous privés de leur raison d'être lorsque cessa la navigation liée au commerce fluvial. Seul reste maintenant Rasport, quartier de Saint-Étienne-d'Orthe. Entre Adour et Gave, le pays d'Orthe est un carrefour naturel et un antique lieu de passage. La vallée des Gaves a très précocement attiré les hommes qui y ont laissé des vestiges intéressants, comme en attestent les fouilles faites dans les abris préhistoriques de la falaise du Pastou. À Sort de l'abbaye, les vastes bâtiments religieux du monastère Saint-Jean du XVIIe siècle renferment une grange batelière ou cryptoportique qui servait d'entrepôt pour les céréales et le fourrage. Remontant à l'époque romane, l'église Saint-Jean de Sordes fait l'objet de remaniements à plusieurs époques. Derrière l'autel, le sol du chœur de l'église abbatiale est orné d'une magnifique mosaïque qui peut vraisemblablement être datée du XIe siècle. Après avoir subi d'importantes dégradations, dont certaines dues à l'humidité persistante, cette décoration basée sur des motifs de nature et des scènes de chasse a été en partie restaurée. À Peyrehorade, les gaves de Pau et d'Oloron se rejoignent pour former les gaves réunies. Lieu de passage de marchands, de bateliers et de pèlerins de Saint-Jacques, le bourg de Peyrehorade, entre Gave et collines d'Aspremont, se développe au XIVe. Près du château de Montréal, qui date de 1570, le port du Sablotte ne fut aménagé correctement qu'en 1818. Peyrehorade était un grand centre de transit fluvial. Le vin de Jurançon, le bois des forêts pyrénéennes et le sel de Salise de Béarn, entre autres, y transitaient en direction de Bayonne.
En aval de Peyrehorade, la bastide d'Hastings, à la limite des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, possède un patrimoine exceptionnel avec sa tour-porte fortifiée et ses maisons à arcades qui dominent le Gave. C'est entre 1302 et 1304, alors que l'Aquitaine est sous domination anglaise, que John Hastings, sénéchal de Gascogne, donnait son nom au bourg. Sur la route des pèlerinages jacobites, l'abbaye d'Artous fut fondée en 1160 par des moines venus de l'abbaye de la Casse-Dieu, dans le Gers, qui adoptèrent la règle des chanoines réguliers des Prémontrés. Depuis 1964, de nombreuses campagnes de travaux de restauration ont permis de donner une nouvelle vie à l'abbaye d'Artous, désormais consacrée à l'étude du patrimoine culturel et aux expositions. Comme d'autres villages du pays d'Orthe, Ortevielle recèle quelques traces archéologiques datant de la préhistoire et la tradition orale rapporte l'établissement d'un camp romain sur le rocher abrupt qui borde la plaine des Gaves et où fut construite l'église. On dit aussi que ce fut le siège de la vicomté d'Orthe, Aorta Villa. La proximité du site antique de Pardis peut conforter une présence ancienne sur Ortevielle. Saint-Étienne d'Orthe est un bourg tranquille, lové dans une boucle de la Dour dans la partie ouest du pays d'Orthe. C'est sur le territoire de cette commune qu'est installé l'un des derniers sabotiers de la région. Claude Labarthe, fidèle à une tradition familiale depuis 7 générations, perpétue un savoir-faire avec ses sabots fabriqués en aulne ou vergne, comme on l'appelle dans le Bas-Adour. C'est de mon grand-père, ça quoi. Voilà, et avec... Et en avant la musique. La simple appellation Lanne est utilisée jusqu'à l'aube du XXe siècle pour dénommer Port de Lanne. Le port s'est développé à 5 km en amont du bec du Gave, sur la rive gauche du fleuve, en eau profonde, protégé des vents d'ouest par les coteaux de Sainte-Marie-de-Gosse. C'était autrefois un port très animé et l'un des plus importants de la Dour entre Dax et Bayonne. Auparavant, la voie romaine reliant l'Escar à Bayonne utilisait déjà ce passage par bac sur la Dour avant que le pont ne soit construit. Au confluent des Gaves réunies et de la Dour, le bec du Gave ou hors-Gave, avec son château reconstruit en 1852 sur les ruines de celui du XVIIIe siècle, n'est aujourd'hui fréquenté que par quelques couralins de pêcheurs. Ce site exceptionnel a été pendant des siècles un haut lieu de navigation et de batellerie fluviale. Jusqu'au début du XXe siècle, des centaines d'embarcations comme les galupes ou gabarres à fond plat sillonnaient la Dour et ses affluents avec leur chargement de brais pour le calfatage des bateaux, d'armagnac ou de pierres de bidache. Ces bateaux naviguaient à l'aide des courants, du halage, la chirgue et du vent.
Longtemps, le port de Bayonne a été le débouché de marchandises venues de Saint-Sevé et de Dax. De nombreux chantiers de construction existaient tout le long de la Dour, avec leurs charpentiers de marine et leurs calfats. Au port du Verne, à Urt, on comptait 3 chantiers de construction, les chantiers Henri Maire, Nicole Pelot et Théodore Aristoy. À Sainte-Marie-de-Gosse existaient les chantiers Léon d'Or. Et à Anglette-Blampignon, il y avait les chantiers de Jean-Baptiste Lavignas, où fut construite par Georges Lavignas en 1956 la dernière galupe appelée le Guichadour. De 1893 à 1947, l'Éclair, petit bateau à vapeur et à cheminée rabattable, assura le transport des passagers entre Peyrehorade, Bidache et Bayonne. Après la guerre, il fut racheté par M. Labarère, armateur et maître carrier à Guiche. Et pendant des années, on vit encore notre bateau, remorquant des trains de bâchettes chargés de pierres entre Guiche, Bayonne et Boucau. L'ouverture directe de la Dour sur l'océan permet aux migrateurs la remontée du fleuve afin de se reproduire ou d'effectuer leur croissance en rivière. La capture des grands migrateurs est une pratique séculaire sur la Dour. Depuis Colbert, le système de l'inscription maritime permettait aux riverains de bénéficier, en échange de leur disponibilité dans la marine royale, d'un droit de pêche. De nos jours, les pêcheurs professionnels de la Dour sont toujours inscrits maritimes. La pêche professionnelle en forte baisse est toujours accordée aux migrateurs, comme l'anguille, la lauze, le saumon et la lamproie. Une très forte demande existe en ce qui concerne la levain d'anguille, appelée pibale ou civelle. Cette pêche se déroule presque exclusivement de nuit, entre les mois de décembre et de février. La pibale est ensuite vendue en Espagne ou sur le marché chinois. Malheureusement, cette pêche qui fut il y a quelques années lucrative est actuellement sur le déclin. Jusqu'en 1868, on pêchait sur les gaves avec le barreau, filet tournant avec le courant. Autre pratique interdite en 1980, un cabestan placé à demeure sur la rive permettait de pêcher grâce à un filet qui formait une grande boucle maintenue par 3 hommes sur le chaland et un autre sur la rive. Le filet rempli de poissons piégés était alors ramené à terre grâce à ce tourniquet.
Les pêcheries constituées par des atterrissements favorables à la capture du poisson, saumon et alose en particulier, ont été l'une des richesses de l'Adour. Le dernier site en activité a été exploité à Orgave, face au bec du Gave, jusqu'en 1964. Sur l'Adour, la pêche amateur n'est pas en reste, avec une évolution de la pratique dite plus sportive sur des poissons comme la carpe qui peut peser jusqu'à 20 kg. Une pêche où l'on relâche systématiquement toutes les prises. Sur l'Adour, le bateau utilisé pour la pêche se nomme le Couralin. Il a une faible capacité de charge, mais est facile à manœuvrer avec des godilles ou des avirons. L'association Les Escumailles Talasta de Bayonne est l'un des derniers chantiers à fabriquer des Couralins avec des bois modernes. Il va progresser là. Voilà. Ils sont utilisés pour la navigation de loisirs ou pour la pêche amateur. Ouais. Alors c'est celle-là qui est une merde de côté dans les côtés. Laquelle? Celle-là? Autrefois utilisé, mais aujourd'hui complètement disparu, le chaland, bateau pointu aux deux extrémités, ne dépassait pas 9 mètres de longueur. Utilisé pour des charges modestes ou pour le transport de personnes, il était surtout employé pour la pêche au saumon et à la lauze. Il était manœuvré à la godille ou à l'aviron et parfois même à l'aide d'une voile. Le village de Sainte-Marie-de-Gosse, situé sur un itinéraire des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, aurait été créé par des moines bénédictins. La terminaison en os ou s est fréquente dans le sud-ouest. Tos, Seignos, Biodos, Angrès, Seirès, et désignerait il y a fort longtemps, à l'époque des Tarbelles, un domaine agricole. Sainte-Marie-de-Gosse est, avec quelques villages voisins, le berceau de la race bovine blonde d'Aquitaine qui permet de produire une viande de qualité. Fin août est organisé chaque année un comice agricole avec un concours de blondes haut en couleur. Non loin de Sainte-Marie, Saint-Laurent-de-Gosse est un petit village du canton de Saint-Martin-de-Seignanx. Le village comprend deux zones géographiques distinctes, le Séquet, la partie haute, où se trouve le village, et les Barthes, partie basse, proche de l'Adour.
À la cale de Purgagné arrivait le bac de Pitre, avant que ne soit établi le pont sur l'Adour, et depuis des temps immémoriaux, il faisait traverser gens et bêtes. Cependant, lorsque ce fameux bac devint une source d'ennui, en raison des conditions de sécurité imposées par l'autorité maritime, il devint nécessaire d'étudier la possibilité de construire un pont, car la jonction entre les Landes et le Pays basque était indispensable, d'une part pour l'économie, et d'autre part pour la gare d'Urt, nouvellement ouverte au trafic. Son coût fut estimé en 1880 à 260 000 francs. Le pont sur l'Adour a été inauguré en 1886 par la société Eiffel. Saint-Barthélemy a été créé en 1789. Avant la Révolution, le hameau de Saint-Barthélemy était une annexe de la paroisse de Saint-André de Seignax et faisait partie de la baronnie de Gosse. Elle était constituée de propriétés appartenant à de riches seigneurs caviers, exploités par des fermiers ou des métayers. C'est au moment de la Révolution de 1789 que cette paroisse devint une commune baptisée Montpaludard. Elle faisait alors partie du canton de Saint-Esprit, aujourd'hui faubourg de Bayonne. En 1795, la commune reprit son nom chrétien de Saint-Barthélemy. L'église, avec vue imprenable sur l'Adour et les Pyrénées, a été construite entre 1848 et 1877 par de riches propriétaires. Sur la rive droite de l'Adour, Saint-Martin de Seignax est le chef-lieu de canton du Seignax depuis 1857. Le quartier Saint-Esprit de Bayonne constituait autrefois une commune autonome appelée Saint-Esprit-les-Bayonnes, rattachée à l'arrondissement de Dax. La commune fut intégrée à Bayonne en 1857. Les premiers occupants du quartier furent les moines de l'ordre hospitalier du Saint-Esprit qui ouvrirent un hospice sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, d'où le nom du quartier. C'est aussi l'endroit où s'installèrent les juifs séfarades portugais qui fuyaient l'Inquisition au XVIe siècle, apportant avec eux l'art de faire du chocolat. Puis la réputation du chocolat a dépassé les portes de la ville et celles des pays alentours, mais c'est encore à Bayonne qu'apparaît en 1780 la première machine à vapeur pour fabriquer le chocolat. En 1578, le Trossoat, quartier de Tarnos, prend le nom de Boucau avec le détournement de l'Adour. En gascon, le Boucau, c'est la bouche, le débouché. Avec le détournement de 1578, le nouveau site de l'embouchure de l'Adour, l'exutoire actuel, s'est donc appelé le Boucau Neuf, et l'ancien, situé à 30 km plus au nord sur la côte landaise, est devenu Vieux Boucau.
Mais le territoire de Boucau, contrairement aux prévisions initiales, n'a pas été étendu le long de la Dour jusqu'à l'océan qui se trouve à 3 km. La rive droite de l'embouchure se trouve donc dans Tarnos. Il reste du chenal ancestral le port ou cale de Boucau où s'amarraient les lamaneurs chargés du franchissement de la barre. En 1857, Boucau, quartier de Tarnos, devient commune indépendante qui est rattachée aux Basses-Pyrénées. En 1880, sous l'impulsion de Claudius Magnin et la Compagnie des Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de la Marine et des Chemins de Fer, on annonça l'implantation de ce qui devait devenir l'usine Les Forges de la Dour. L'allumage du premier haut fourneau eut lieu le 25 mai 1883 à la nouvelle usine sidérurgique. L'installation des Forges de la Dour accrut considérablement l'activité du port et engendra de nombreux conflits sociaux qui marquèrent l'histoire de Boucau et Tarnos. En 1965, les hauts fourneaux des Forges de la Dour s'éteignirent définitivement. La Dour, Gascon dans l'âme, atteint l'océan après un parcours de près de 70 km entre Dax et l'embouchure de la Barre.